Avant de commencer, je voulais vous parler brièvement de mon nouveau podcast « On en reparle ». Ce podcast prend le temps de revenir sur des événements marquants après que l'agitation médiatique se soit estompée. Dans chaque épisode, je reviens sur un fait d'actualité passé avec comme invité l'une des parties prenantes. Si vous aimez le décryptage et les analyses, On en reparle est fait pour vous. Pour le lancement, on reparle du Vendée Globe avec Violette d'Orange, à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 4 juillet et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Les Français préfèrent encore le neuf soldé au reconditionné à lire sur e-commerce mag. Vers une saison estivale record à lire sur l'éco-commerce. Le marketing d'influence en hausse de 36% en 2025. Un boom inédit à découvrir sur Siècle Digital. Comment le roi Merlin fait de l'influence un nouveau levier d'acquisition rentable à lire sur République Retail. Et enfin, Amazon compte quasiment autant de robots que de salariés dans ses entrepôts, à découvrir sur Usine Digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Quant à l'épisode de la semaine, je vous invite à découvrir, il vous emmènera dans un monde du reconditionné avec Mathieu Maure, cofondateur d'Underdog. L'entreprise s'est positionnée sur le secteur de l'électroménager où près de 10 millions de produits sont mis à la casse chaque année. Maîtrise de l'outil industriel jusqu'à la distribution en propre, Underdog se positionne sur toute la chaîne de valeur. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, cette semaine, IA, influence et seconde main. Alors qu'H&M lançait cette semaine une campagne publicitaire intégrant des jumeaux numériques de mannequins pour illustrer ses collections dans différentes capitales mondiales, Mango dévoilait son shopping assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. 2 initiatives concrètes incarnées qui traduisent le basculement de l'IA du back-office à l'expérience client, et ce alors que Amazon annonce simultanément avoir déployé son millionième robot en entrepôt, portant à 75% la part des livraisons assistées par robotique. La conjugaison de ces annonces donne à voir l'ampleur de la transformation numérique en cours, où l'IA ne se cantonne plus aux prévisions de stock ou à la modélisation des prix, mais devient un levier opérationnel direct de différenciation, de réduction des coûts et d'amélioration du service. Mango, par exemple, enrichit son dispositif d'accompagnement client via Mango Stylits, couplé à son assistant après-vente Iris, couvrant ainsi l'ensemble du parcours utilisateur. Une logistique reconfigurée, pilotée par l'IA. Amazon, pionnier de la robotisation logistique, ne se contente plus d'automatiser. Avec DeepFleet, son nouveau modèle d'IA, le géant vise un gain de 10% sur les trajets internes des robots en entrepôt, une efficacité permise par l'exploitation des données internes et par l'intégration fine des systèmes robotiques à tous les niveaux de sa supply chain. En parallèle, Amazon teste des robots humanoïdes pour le tri et expérimente des modèles à retour de force pour simuler le toucher. Cette robotisation massive a des effets structurels. Le nombre d'employés par site Amazon est désormais au plus bas depuis 2009, tandis que la productivité logistique, colis expédiés par salarié, explose. Ce modèle d'automatisation totale entre en résonance avec les ambitions d'autres acteurs du retail, à l'image de Leroy Merlin, qui applique la même logique de pilotage par la donnée, mais dans le domaine de l'influence. Influence et email, le retour des canaux à performance. La semaine est également marquée par la publication de 2 études convergentes, la première menée par Effici et Martech,
rappelle que 52% des achats en ligne sont déclenchés par un email marketing avec un ROI moyen estimé entre 36 et 42 euros pour 1 euro investi. La seconde est issue de Statista qui révèle une croissance de plus de 36% du marketing d'influence en 2025 portée par l'évolution des usages numériques et la défiance croissante des consommateurs envers les discours de marques traditionnelles. Leroy Merlin illustre cette mutation avec un programme d'affiliation à la performance structuré autour d'un réseau de 300 créateurs de contenu. Résultat, un chiffre d'affaires multiplié par 9 en 9 mois avec un ROI multiplié par 21. L'influence sort ainsi du registre de la notoriété pour entrer dans une logique de conversion mesurable. Seconde main, l'écart se creuse entre discours et pratique. En parallèle, plusieurs signaux soulignent la complexité du passage à l'acte en matière de consommation responsable. Malgré une sensibilité environnementale affichée, 53% des Français préfèrent encore le neuf soldé au reconditionné. Selon une étude du collectif On passe la seconde. Ce constat contraste fortement avec les attentes exprimées. 9 Français sur 10 estiment que les marques devraient mieux informer sur l'impact environnemental de leurs produits. Des initiatives comme celle des ateliers du bocage qui reconditionnent plus de 300 000 téléphones par an dans une logique d'insertion sociale peinent à changer l'échelle. Les CIRMET réclament des mesures structurantes, lutte contre la fraude à la TVA, labellisation unifiée, éco-contribution sur les produits importés, des freins similaires à ceux identifiés par Showroom Privé qui vient d'étendre son offre de reprise à de nouveaux produits grâce à Circular X avec une logique entièrement digitalisée et centrée sur la simplicité du parcours. Taxation de Chine et Temu, la riposte s'organise. Autre fait marquant, le soutien public croissant à une taxation accrue des importations chinoises à bas coût. Après Alexandre Bompard de Carrefour, c'est Dominique Schelcher, Coopérative U, qui réclame une taxe à la Trump à 100% sur les produits provenant de Chine et Temu. Une réaction à des taux de non-conformité de plus de 90% selon le ministère du Commerce et à une distorsion de concurrence dénoncée à l'unisson par les distributeurs français. Tourisme et consommation estivale, volume élevé, panier serré. Enfin, les prévisions pour l'été 2025 s'annoncent très positives en termes de fréquentation touristique avec une hausse de 8% des recettes internationales sur le premier semestre et une augmentation de 16% des réservations estivales. Néanmoins, la contrainte budgétaire reste forte. Un Français sur 2 prévoit de réduire ses dépenses. 2 tiers visent un budget de vacances inférieur à 1 000 euros. Les commerçants positionnés sur les zones littorales, urbaines ou de montagne bénéficieront d'un trafic accru, mais devront composer avec une dépense moyenne en baisse et des arbitrages serrés. Les Français préfèrent encore le neuf soldé au reconditionné, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er juillet. Malgré une prise de conscience environnementale croissante, les habitudes de consommation dans le secteur numérique restent largement tournées vers l'achat de produits neufs. C'est ce que révèle une étude du collectif On passe la seconde. Seuls 29% des Français déclarent privilégier le reconditionné pour leurs achats de matériel numérique, tandis que 53% préfèrent encore le neuf soldé ou en promotion. Le marché de la seconde main peine à séduire dans la tech. Cette tendance interroge, particulièrement dans un contexte où le Sénat vient d'adopter une proposition de loi contre la fast fashion. Les ateliers du bocage, coopérative membre du mouvement Emmaüs, spécialisé dans le reconditionnement depuis 25 ans, et le CIRMET, syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, tire la sonnette d'alarme sur cette résistance du secteur numérique aux pratiques de consommation responsable. L'impact environnemental et social méconnu. Derrière l'argument prix souvent mis en avant par les consommateurs se cachent des coûts sociaux et environnementaux importants. En 2023, 1,34 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde. Selon l'ADEME, chaque téléphone fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver entre les mains du consommateur final et sa fabrication représente les 3/4 de ses impacts environnementaux.
Plus préoccupant encore, l'extraction des minerais nécessaires à la production de ces appareils, remplacés en moyenne tous les 2 à 3 ans. Cela fait appel au travail de 40 000 enfants dans les mines de cobalt ou de coltan, selon l'UNICEF. Ces réalités contrastent avec les attentes des consommateurs. Près de 9 Français sur 10 estiment que les marques devraient être plus transparentes sur l'impact environnemental de leurs produits et encourager la seconde main. Des initiatives locales porteuses d'espoir face à ces enjeux. Des acteurs français développent des alternatives concrètes. Les ateliers du bocage illustrent cette dynamique vertueuse. En 2024, cette entreprise d'insertion a traité plus de 320 000 mobiles dans les Deux-Sèvres et réparé 11 800 téléphones. Leur modèle économique démontre qu'il est possible de concilier impact social et environnemental. 15 000 téléphones ou 1 000 ordinateurs traités permettent la création d'un emploi. Cette approche répond aux convictions des Français, dont près de 7 sur 10 considèrent que le marché de la seconde main stimule l'économie locale et la création d'emplois. L'entreprise qui emploie 200 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 15,5 millions d'euros a accompagné 75 personnes en contrat d'insertion en 2024. Les freins à lever pour démocratiser le reconditionné. Malgré ces initiatives prometteuses, plusieurs obstacles persistent. Le reconditionné souffre encore d'une image floue auprès du grand public, souvent confondue avec de l'occasion classique. Les consommateurs s'inquiètent de l'absence ou de la durée de garantie, du service après-vente et de l'état des articles. Pourtant, les professionnels du secteur mettent en place des protocoles stricts. Aux ateliers du bocage, chaque appareil subit jusqu'à 74 points de contrôle. Les données sont effectuées via des outils certifiés et les équipements bénéficient d'une garantie comparable à celle du neuf. Le taux de retour particulièrement bas témoigne de la fiabilité de ces produits remis en circulation. Des mesures structurantes nécessaires. Pour accélérer cette transition, le CIRMIET, qui fédère 40 entreprises françaises traitant plus de 10 millions de produits reconditionnés annuellement, plaide pour des mesures structurantes. Raymond Simonet, vice-président du syndicat, pointe notamment la concurrence déloyale de produits importés vendus à bas coût qui fragilise l'écosystème français du reconditionnement. Le syndicat porte plusieurs priorités: lutte contre la fraude à la TVA, unification des labels de qualité, encadrement de l'éco-contribution sur les produits importés et soutien aux filières locales. Des actions essentielles pour créer les conditions d'un basculement du marché de la tech vers plus de durabilité et de responsabilité sociale. Vers une saison estivale record, à lire sur lescommerces.fr en date du 1er juillet. Fréquentation internationale en forte hausse, tourisme intérieur toujours dynamique, réservation en progression. Tous les indicateurs sont au vert pour la saison estivale 2025, de bon augure pour les commerçants. Alors que la saison estivale vient tout juste de débuter, les premiers indicateurs confirment une tendance très favorable pour le tourisme en France. Les données du premier semestre témoignent d'un net rebond des flux internationaux, tandis que les Français ont eux aussi maintenu leur appétence pour les séjours domestiques, un contexte porteur qui devrait se prolonger durant cet été. Un regain marqué de la fréquentation internationale. Sur les 4 premiers mois de l'année 2025, la France a en effet enregistré une nette progression de son attractivité auprès des clientèles étrangères. Les recettes touristiques internationales ont atteint 21,4 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport à la même période l'an passé. Mieux encore, le solde de la balance des paiements touristiques s'est amélioré de 25,4%, traduisant une intensification des flux entrants. Cette embellie s'explique notamment par le retour en nombre des visiteurs européens, avec des hausses significatives enregistrées du côté de l'Allemagne, plus 25%, des Pays-Bas, plus 24%, ou encore de l'Espagne, plus 15%. Seule la clientèle britannique affiche un recul notable, moins 18%. Le tourisme domestique reste bien ancré. Côté français, l'attachement à la destination locale ne faiblit pas également. Près de 6 Français sur 10 ont ainsi effectué un ou plusieurs séjours avec nuitée au printemps, dont 80% en France, un niveau stable par rapport à 2024. Les destinations de montagne et le littoral atlantique et méditerranéen ont particulièrement bénéficié de cet engouement au cours des premiers mois 2025.
Les séjours urbains s'annonçant de leur côté davantage en progression sur la seconde partie de l'année. Une saison estivale 2025 qui s'annonce très dynamique. Les perspectives pour l'été confirment cette tendance haussière. Les réservations sur la période juin-août affichent aussi une progression de 16% par rapport à l'an dernier. Là encore, les touristes internationaux sont attendus en nombre. Les prévisions d'arrivée aérienne internationale annonçant une progression de 4,7% sur la période juin-août 2025. Les visiteurs du Danemark, de Suède et d'Australie, plus 15%, du Canada et de Chine, plus 10%, seront notamment plus nombreux en France cet été. Les Américains aussi, mais dans une moindre mesure, plus 3%. Le ministère en charge du tourisme estime toutefois que la saison sera très majoritairement portée par le tourisme domestique, puisque 8 Français sur 10 ont déclaré qu'ils partiront en vacances cet été. Et parmi ces Français qui ont déjà réservé leurs vacances ou sont certains de le faire, 75% déclarent privilégier la France. Les régions autour du littoral atlantique et méditerranéen et les zones de montagne seront une nouvelle fois très sollicitées, mais également les métropoles et particulièrement Paris, 30% des Français déclarant avoir davantage envie de faire un séjour touristique à Paris cet été avec le souvenir de l'ambiance olympique 2024, relate le ministère chargé du tourisme. Le marketing d'influence en hausse de 36% en 2025, un boom inédit à lire sur siècledigital.fr en date du 1er juillet. Pendant longtemps, les grandes marques ont été accusées de ne pas savoir s'adapter face aux nouveaux comportements des consommateurs, avec des publicités pointées du doigt pour être trop éloignées de la réalité. Toutefois, il se pourrait bien que la donne soit en train de changer. En effet, selon les dernières études publiées sur le sujet, et notamment avec les derniers chiffres publiés par Statista, le marketing d'influence semble prendre une place considérable, et plus particulièrement pour cette année 2025. Des consommateurs de plus en plus méfiants envers les marques. Comme on pouvait s'en douter, ce virage opéré par les marques n'a rien d'étonnant et s'explique par une défiance constante qui s'est installée chez de nombreux consommateurs. Dans un article de Bloomberg à ce sujet, c'est même le PDG d'Unilever, Fernando Fernandez, qui a pris la parole à ce sujet. L'entreprise détient les marques Lipton, Cajoline, Ben & Jerry's, Dove et de nombreux autres dans des domaines tous très différents. D'après lui, les consommateurs sont devenus méfiants lorsque les marques prennent la parole et les stratégies marketing doivent savoir s'adapter face à cette tendance. Une croissance de 36% entre 2024 et 2025. Afin de mieux illustrer cette tendance qui semble se dessiner et qui devrait influencer bon nombre de stratégies marketing dans les mois à venir chez les grandes marques, il suffit de s'intéresser de plus près aux chiffres communiqués par Statista. Avec un marché qui pourrait atteindre 33 milliards de dollars en 2025 et avec des professionnels comme Publicis Group qui sont même allés jusqu'à racheter des entreprises comme Influential, spécialisées dans le marketing d'influence, tout indique que la tendance est faite pour rester. Une tendance qui s'explique par l'omniprésence du numérique. Alors que la télévision est en déclin chez la génération Z, le numérique gagne du terrain jusqu'à dépasser la télévision traditionnelle aux États-Unis. Au mois de mai dernier, une enquête menée par Nielsen révélait même que YouTube dépassait à la fois la télévision, mais également les plateformes de streaming comme Disney+ ou Netflix. De quoi inquiéter certaines marques, d'autant plus qu'à l'heure où le contexte géopolitique et économique reste incertain. Avec ce nouveau paradigme, le défi est immense pour les grandes marques. En plus de devoir prendre le virage du numérique dans leur stratégie marketing, les marques vont également devoir apprendre à communiquer autrement, notamment en s'associant à des influenceurs qui correspondent à leurs valeurs et aux messages qu'elles souhaitent véhiculer. Comment Leroy Merlin fait de l'influence, un nouveau levier d'acquisition rentable à lire sur republicretail.fr en date du 1er juillet. En s'appuyant sur un modèle d'affiliation à la performance, Leroy Merlin a structuré une stratégie d'influence rentable pilotée par la donnée
À la clé, un réseau de 300 créateurs engagés, un chiffre d'affaires multiplié par 9 et une ambition claire de faire de l'influence un pilier de son magasin digital. Pendant longtemps, l'influence a été perçue comme un levier de visibilité, mobilisé principalement pour des campagnes événementielles ou de notoriété. Chez Leroy Merlin, ce paradigme a changé. Depuis l'automne 2024, l'enseigne teste une autre approche entièrement tournée vers la performance. L'objectif, faire de l'influence un canal d'acquisition rentable et mesurable. En arrivant chez Leroy Merlin, j'ai proposé de mettre fin au modèle classique de l'affiliation, code promo, cashback, comparateur, pour le recentrer sur l'influence, explique Anna Faure, responsable réseaux sociaux, RP Influence et Communauté, auprès de l'enseigne de bricolage. Forte d'une expérience de 10 ans au sein de la Redoute, elle avait déjà contribué à ce virage chez l'e-commerçant. Nous avons choisi de bâtir un programme entièrement dédié à l'influence, à la performance. La mise en œuvre opérationnelle a été confiée à Affiliae, l'un des leaders du marketing d'affiliation en France. La société accompagne les marques dans la construction de leur réseau de prescripteurs et d'influenceurs en combinant expertise marketing et solutions technologiques adaptées. Un modèle structuré et autonome. Le programme repose sur un principe simple. Tous les créateurs de contenu souhaitant collaborer avec Leroy Merlin doivent passer par une même plateforme. Tous les profils sont triés en fonction de leur contenu et de leur communauté, Instagram, TikTok. L'affiliation devient la porte d'entrée exclusive et la rémunération est indexée sur les ventes réellement générées. Concrètement, un affilié est un influenceur ou créateur de contenu qui recommande spontanément ou dans le cadre d'une collaboration des produits Leroy Merlin à sa communauté. Il dispose d'un lien traqué. Si ce lien déclenche une vente, il perçoit une commission. Le modèle est donc 100% à la performance. Cela permet d'industrialiser une mécanique que nous pratiquons déjà, mais de façon artisanale, souligne Anna Faure. Nous avons peu de ressources en interne, donc le modèle devait être agile. L'externalisation de la gestion quotidienne à Affiliae permet à l'équipe Leroy Merlin de se concentrer sur la stratégie globale. Nous gérons les recrutements, le paramétrage, l'animation du réseau, les relances, les dotations. C'est un accompagnement complet avec une approche relationnelle de long terme, explique Marine Hubert, en charge du programme côté Affiliae. Une dynamique organique dès le lancement et dès les premières 24 heures, une cinquantaine de créateurs s'étaient inscrits. À ce jour, le programme compte plus de 300 influenceurs actifs. Tous ne sont pas des macro-influenceurs, mais ont un point commun, une affinité réelle avec les univers du bricolage, de la décoration, de l'ameublement. Ce qui nous a surprise, c'est la diversité et la qualité des profils, observe Madi Poupardin, consultante en stratégie et d'influence marketing pour l'enseigne. Nous avons des passionnés de rénovation, des parents qui refont une chambre d'enfant, des artisans. Tous racontent leurs projets avec sincérité. La richesse du réseau repose aussi sur la liberté laissée aux créateurs, aucun brief imposé, peu de contraintes. Ce sont les projets personnels des influenceurs qui dictent les contenus. Beaucoup publient après un passage en magasin ou en testant un produit chez eux. Cela crée un lien très fort entre l'univers physique et digital, note Anna Faure. Les créateurs de contenu postent spontanément et librement leurs liens traqués, sans brief, contraintes ou validation en amont. Cette liberté éditoriale leur permet de devenir de véritables prescripteurs. Ils partagent les références précises des produits qu'ils utilisent et délivrent des conseils personnalisés à leur communauté. Des contenus sont également créés en magasin pour mettre en valeur à la fois leurs achats, leurs envies du moment et les nouveautés proposées par Leroy Merlin. Les produits de l'enseigne sont ainsi intégrés dans des projets concrets de rénovation à travers le choix des matériaux, leur utilisation sur le terrain et les retours d'expérience. Ils partagent aussi leur liste de coups de cœur comme une lampe pop, des idées cadeaux pour Noël ou encore des inspirations déco adaptées à tous les styles. Une stratégie pilotée par la donnée. Ce basculement vers un modèle à la performance permet à l'enseigne de suivre les résultats de manière fine. Nous avons accès à des indicateurs concrets, chiffre d'affaires générés, taux de conversion, nombre de clics, panier moyen, détail Madi Poupardin. Cela change tout en interne. L'influence n'est plus un sujet flou mais un levier mesurable.
Leroy Merlin optimise l'engagement de ses partenaires en renforçant leur fidélité grâce à des communications régulières, des exclusivités en avant-première comme la collaboration avec Mathilde Cabanas et un accompagnement stratégique lors des temps forts. L'enseigne soutient activement leurs projets en leur offrant davantage de visibilité, notamment à travers des opérations clés et des incentives sur mesure pensés pour les réactiver. Cette approche de l'influence est entièrement pilotée par la data, les conversions sont attribuées à chaque partage, ce qui permet d'incentiver précisément tous les points de contact et générer une croissance incrémentale 100% mesurable et rentable. Des résultats déjà tangibles. Ce changement de perception a permis de mieux embarquer les parties prenantes. Lors d'une présentation à la direction générale, l'équipe a reçu un signal fort. Notre directeur général nous a dit que nous devions atteindre le chiffre d'affaires d'un magasin Leroy Merlin. Il nous a fixé un objectif de chiffre d'affaires initialement 4 fois plus ambitieux que celui que nous avions proposé, sourit Anaphore. En moins de 9 mois, le programme a généré un chiffre d'affaires multiplié par 9 entre octobre et mai 2025 et un ROI multiplié par 21 du 1er janvier au 30 mai 2025. Des chiffres solides alors que seulement 9% des influenceurs ont bénéficié d'une dotation de produits sur l'année. L'une des meilleures influenceuses du programme illustre bien le potentiel de ce modèle. En moins de 6 mois, elle a généré 52 000 euros de commission avec un taux de conversion de 14,8%, indique Marine Hubert. Ce n'est pas une créatrice à très large audience, mais sa communauté est fidèle, engagée et réactive. L'attribution des ventes repose sur un modèle dit last click étendu. Avec une fenêtre moyenne d'environ 10 à 12 jours, cela permet de valoriser la contribution des contenus, même si la conversion n'est pas immédiate, ajoute-t-elle. Une pédagogie intégrée dans la relation. Au-delà des résultats commerciaux, l'équipe insiste sur l'importance de la pédagogie. De nombreux créateurs prennent le temps d'expliquer à leur communauté comment fonctionne l'affiliation. Ils précisent qu'ils sont rémunérés si une vente a lieu sans que cela n'impacte le prix final, souligne Anaphore. Cela crée un climat de confiance. Certains vont plus loin en publiant des stories pour détailler le fonctionnement du programme. Ce climat de transparence contribue à valoriser la contribution des influenceurs. Nous rémunérons non seulement la performance, mais aussi la qualité des projets. Cela favorise la créativité et permet à des profils plus modestes d'émerger, ajoute-t-elle. Si le lancement a été un succès, la suite repose sur la capacité à entretenir la dynamique. Le plus difficile, c'est de maintenir l'engagement dans la durée, reconnaît-elle. Nous devons suivre les projets des créateurs, comprendre leurs besoins, rester disponibles. La relation est au cœur du dispositif. Je suis en lien direct avec eux, je les relance, je commente leurs publications, je les accompagne, explique Marine Hubert. Cela demande du temps, mais c'est ce qui garantit la pérennité du programme. En parallèle, l'équipe Leroy Merlin s'appuie sur cette relation pour nourrir sa stratégie, ce que nous identifions sur le terrain, les produits mis en avant, les retours, les attentes, peut remonter jusqu'aux équipes produits ou merchandising. Affirme Anaphore, c'est une boucle d'apprentissage continue. Amazon compte quasiment autant de robots que de salariés dans ses entrepôts, à lire sur usinedigital.fr en date du 1er juillet. Le géant de l'e-commerce a déployé son millionième robot dans ses centres de distribution. La firme multiplie ses efforts dans le domaine, notamment dans le transport et la manipulation d'objets, portant à 75% la proportion de livraisons assistées par robotique. En parallèle, Amazon a présenté Deep Fleet, un modèle d'IA conçu pour améliorer de 10% le temps de trajet de sa flotte robotisée. 13 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Amazon pour déployer son millionième robot depuis le rachat de la start-up Kiva Systems pour 775 millions de dollars. La firme de Seattle a annoncé le 30 juin avoir livré cet appareil au Japon dans l'un de ses 300 centres de distribution à l'échelle mondiale. Le nombre de salariés par site est à son plus bas niveau depuis 2009. D'après le Wall Street Journal, Amazon disposerait désormais de presque autant de robots que le nombre d'employés sur ses sites. L'entreprise compte 1,56 million de salariés au total.
la grande majorité travaillant en entrepôt, le quotidien américain ajoute que le nombre de salariés par site Amazon, de 670, est à son plus bas niveau depuis 16 ans, tandis que le nombre moyen de colis expédiés annuellement, rapporté au nombre de salariés, a explosé, passant de 175 en 2015 à 3870 cette année. Le deuxième plus grand employeur privé aux États-Unis a ces dernières années accéléré la cadence dans la production de systèmes robotiques. Il a par exemple sorti Hercule, un petit robot mobile bleu destiné au transport des produits sur les étagères mobiles jusqu'au poste de travail des salariés. Équipé d'une caméra 3D frontale, Hercule peut déplacer jusqu'à 565 kg de marchandises. Amazon a également déployé Proteus, un robot mobile autonome qui peut naviguer librement en entrepôt pour déplacer des chariots en contournant les obstacles sans être parqué dans une zone prévue à cet effet. Deepfleet, un modèle qui coordonne les déplacements des robots. En mai, le géant de l'e-commerce a présenté Vulcan, un robot de manipulation qui intègre plusieurs capteurs de retour de force, lui conférant un sens du toucher. L'appareil, qui serait capable, d'après l'entreprise, de stocker 75% des différents types d'articles stockés dans ses centres de distribution, peut comprendre quand et comment il entre en contact avec un objet. Dans la robotique humanoïde, enfin, Amazon teste les robots d'Agility Robotics pour des tâches de tri, de conteneurs, de recyclage, et aurait fait appel au chinois Unitree pour la livraison du dernier kilomètre. Amazon a également annoncé le lancement de Deepfleet, un modèle d'IA appliqué à la robotique. Ce dernier est destiné à coordonner les déplacements des appareils sur tout le réseau de distribution pour réduire de 10% le temps de trajet de sa flotte de robots. Conçu à partir des données riches et exhaustives de l'entreprise sur les mouvements de stock au sein des sites et exploitant les outils AWS, dont Amazon SageMaker, ce nouveau modèle d'IA redéfinit l'efficacité de la flotte, explique la firme dans un communiqué. Il nous permet de stocker davantage de produits au plus près des clients, ce qui accélère les livraisons et réduit les coûts. Le déploiement du millionième robot intervient un an après l'investissement par Amazon de 700 millions d'euros dans les technologies d'IA et de robotique. Désormais, 3 livraisons sur 4 réalisées par la multinationale sont assistées d'une manière ou d'une autre par la robotique. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.